Monsieur le commissaire et vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, est connecté avec nous à distance. Alors vous allez voir, c'est un néerlandais très francophone et francophile. Il est en charge, vous le savez bien sûr, du projet phare de l'Union européenne, le pacte vert, le Green Deal. Toutes les politiques de l'Union européenne subordonnées à un impératif de neutralité carbone. Alors, c'est un membre du Parti travailliste néerlandais, ancien ministre des Affaires étrangères. Il n'était donc pas tout à fait un inconnu à Bruxelles. Il était déjà commissaire dans la commission Juncker précédente en charge de l'état de droit. Et il s'apprête à lancer à la mi-juillet le fameux Green Deal. D'abord, il va vous en parler en première. Finalement, vous êtes en avant-première ici sur le Green Deal et on vous écoute, monsieur le vice-président. Et puis, bien entendu, vous poserez ensuite vos questions à la fois dans la salle et par Slido, comme je vous l'ai expliqué. Bonjour à toutes et à tous. Je vous demande déjà pardon pour des bruits que vous entendrez peut-être parce que je suis dans notre maison et je dois vraiment ouvrir les fenêtres parce que sinon il fait simplement trop chaud. Donc je vous demande pardon pour ça, mais en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter mon ami Enrico Letta et l'Institut Jacques Delors pour la mise en place de l'Académie Notre Europe. Nous avons besoin de plus d'efforts pour mieux faire connaître notre Union européenne à tous les jeunes, pas seulement à ceux et celles, peu nombreux malheureusement, qui choisissent de se spécialiser dans ce domaine. Cette académie permet à des jeunes de divers horizons d'apprendre à bien connaître l'Union européenne, comment elle fonctionne, ses politiques. Je crois que c'est une initiative non seulement d'une grande utilité, mais qui devrait, à mon avis, être reproduite à plus grande échelle partout en Europe. Donc, si vous voulez, je veux bien être le postillon d'amour allant dans les États membres en disant qu'il faudrait copier ou travailler ensemble avec vous pour créer des possibilités similaires. Alors que le monde connaît de grands bouleversements, nous devons prendre conscience de ce qui nous lie en tant qu'Européens. En effet, une grande transformation est en cours, dont nous ne sommes qu'au début. Ça sera votre génération qui devra y faire face, plus que nous. On devra, cette transformation, la maîtriser et l'orienter. Sinon, on sera maîtrisé par elle ou par d'autres à l'extérieur de l'Europe. Depuis un an, nos vies ont été bouleversées complètement par la pandémie. Elle est aussi pour nous, je crois, un signal d'alerte sur les autres défis qui nous attendent. Certains encore beaucoup plus redoutables, franchement. Des défis pour lesquels il n'y a pas de vaccin. Quelles leçons pouvons-nous en tirer de cette pandémie? La pandémie a, je crois, agi comme un révélateur de nos interdépendances, et des fois, ça fait aussi peur de voir ça, nos interdépendances, de nos fragilités, ça fait peur aussi, mais aussi de notre capacité de résilience et aussi notre capacité de solidarité, et ça fait rêver quand même, au moins ça me fait rêver. Je sais à quel point les jeunes ont été durement affectés dans leur vie sociale, leurs études, leurs perspectives professionnelles, leur bien-être psychique. Je vois, j'ai 4 enfants, 2 d'entre eux sont encore chez nous. Moi, j'ai 60 ans. La différence entre 58, 59 ou 60, je ne vois pas très bien. Je perds encore les quelques cheveux que j'avais, mais c'est tout. Mais pour nos gosses à la maison, les plus jeunes qui avaient presque 14 ans et presque 16 ans au début, qui maintenant auront 15 ans et 17 ans, les 16 ans, ça ne revient pas. Les 15 ans, ça ne revient pas. Donc je sais à quel point nous avons demandé une solidarité incroyable à nos jeunes, et je crois qu'il est temps qu'on les repaye pour ça. Les autres générations doivent être pleinement conscients de l'étendue des sacrifices consentis par la jeunesse, par solidarité envers les aînés et toutes les personnes particulièrement
exposés aux effets du virus, parce que même les jeunes n'étaient pas tellement au risque. Hein. Il faudra que cette solidarité se reproduise au rendez-vous pour aider la jeunesse. Davantage doit encore être fait pour l'aider à traverser cette période difficile et rebondir, en particulier parce que la pandémie a entamé les perspectives d'insertion sur le marché du travail et aggravé le problème du chômage des jeunes. Dans certains pays membres, la moitié des jeunes est au chômage. Hein. C'est un véritable fléau dans beaucoup de parties de notre continent. Bon, la vaccination se déploie maintenant à grande échelle et face à une récession d'ampleur historique, l'Europe a répondu présente pour soutenir la reprise économique grâce à un effort budgétaire commun sans précédent, s'appuyant pour la première fois sur un endettement commun. Alors que nous continuons à nous débattre avec la pandémie et ses conséquences économiques et sociales, nous avons affaire à la grande crise du siècle. C'est vraiment la grande crise du siècle, la crise environnementale. Elle est peut-être moins visible, plus pernicieuse, mais aussi plus destructrice encore dans ses effets. Le réchauffement climatique, combiné à l'extinction massive des espèces, véritable écocide, menace l'habitabilité même de notre planète Terre. Face à cette crise, il n'y a pas de vaccin, je le répète. Pour protéger l'humanité, garantir notre avenir, des changements profonds de nos modes de vie sont indispensables. Ce n'est plus une menace abstraite. Nous devons déjà apprendre à vivre avec les incendies, les épisodes de sécheresse, les inondations et d'autres calamités. Mais les conséquences à venir seront plus dévastatrices encore si nous n'agissons pas si nous agissons nous agissons trop tard. Bon, l'enjeu clairement est mondial. L'Europe, bien qu'elle ne représente que 8% des émissions globales, doit prendre sa part de cet effort, mais aussi montrer un volontarisme capable d'inspirer le reste du monde. Notre responsabilité est de montrer l'exemple afin d'entraîner les autres dans la même direction. Notre ambition est claire, devenir le premier continent neutre pour le climat à 2050, c'est-à-dire avec zéro émission nette de gaz à effet de serre à cette date. Pour atteindre cet objectif dans de bonnes conditions, nous devons commencer par réduire nos émissions d'au moins 55% à l'horizon 2030, donc 9 ans. C'est un délai très court. Mais on ne part pas de rien. Par rapport au niveau de 1990, nous sommes parvenus à réduire les émissions de plus de 20% en 2020. Cela signifie que nous sommes déjà parvenus à découpler la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre. Parce que dans la même période, l'économie a eu une croissance de plus de 60%. Mais il est clair que le plus dur reste à faire. Atteindre le moins 55% en 2030, tel sera l'objectif du paquet déjà mentionné, paquet législatif que je présenterai le 14 juillet, par hasard le 14 juillet. Que devons-nous faire? D'abord, d'assurer que les acteurs économiques paient le prix des émissions de CO2. Nous avons pour cela un système performant, le système d'échange de quotas d'émissions, qui couvre la production d'énergie et une grande partie de l'industrie. Ce système sera adapté aux nouveaux objectifs. Mais nous devons aussi réfléchir à l'étendre à de nouveaux secteurs, tels que les secteurs maritimes, mais aussi peut-être le transport routier et l'énergie consommée par les bâtiments. Mais je voudrais insister sur un point important. La transition sera juste ou ne sera pas. Pour cela, les politiques nationales de redistribution sont irremplaçables, mais l'action publique au niveau européen doit aussi contribuer à relever ce défi. C'est pourquoi nous avons mis en place un fonds de transition juste de 17,5 milliards d'euros pour aider les territoires les plus affectés par la transition afin de favoriser l'émergence de nouvelles activités économiques et d'accompagner les travailleurs dans leur reconversion. Mais au-delà de l'impact sur les territoires, la transition est notamment
l'indispensable tarification du carbone a son coût réel, peut aussi avoir des conséquences négatives pour les personnes et les familles. Ceux qui ne disposent pas de revenus suffisants ne peuvent pas encore se permettre de recourir à des solutions alternatives. Et parfois, ces solutions alternatives ne sont simplement pas encore disponibles. Donc, il faut avoir ça en tête. Pour y remédier, je propose la création d'un fonds social d'action pour le climat qui accompagnerait l'extension du marché d'émissions carbone au transport routier et au bâtiment. Je suis convaincu qu'il ne peut y avoir de transition écologique sans justice sociale. Personne ne doit être laissé sur le bord de la route. Nous l'avons vu notamment en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Il est essentiel de prendre en compte la situation de ceux qui n'ont pas accès au transport public et qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail, pour accompagner les enfants à l'école ou pour faire des courses. Le prix des voitures électriques baisse rapidement. Elles seront moins chères que les voitures traditionnelles d'ici 2026-27, mais elles sont encore très chères, surtout pour ceux qui ont l'habitude d'acheter une bagnole à 1 500, 2 000 euros au maximum. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Je crois que les États membres pourraient utiliser ce nouveau fonds pour aider ceux qui en ont besoin, par exemple, à acheter une voiture électrique ou à rénover leur logement, par exemple. Comme ça, le prix de l'énergie ne les affectera pas. Mais n'oublions jamais qu'il ne peut y avoir de justice sociale sans transition écologique. Si nous n'agissons pas face à l'urgence climatique, les premières victimes seront les plus vulnérables dans nos sociétés. Et j'espère vraiment qu'on ne pourra pas mobiliser les plus vulnérables pour défendre les intérêts d'industries qui vont disparaître. Et en même temps, les gens seront mobilisés pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Et malheureusement, on voit trop de ça dans notre société. Donc, il faut vraiment mieux informer nos citoyens de ce qui se passe, aussi de ce qui se passe quand on ne fait rien, parce qu'il y en a trop qui croient quand on ne fait rien, tout reste comme c'est aujourd'hui. Ce n'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. En étant un peu plus concret, qu'allons-nous voir en Europe dans les années qui viennent? D'ici 10 ans, presque tous les États membres seront sortis du charbon. Hein? C'est déjà quelque chose d'important, surtout pour des pays qui ont encore beaucoup de charbon. L'Europe va investir massivement dans l'énergie éolienne et renforcera notamment sa position de leader mondial dans l'éolien en mer. Ça se développe très, très vite. Nous lancerons une vague de rénovation des bâtiments pour s'assurer qu'ils utilisent aussi peu d'énergie que possible. L'aide aux familles souffrant de précarité énergétique sera notre principale priorité. Nous allons accélérer fortement le déploiement des véhicules électriques et des transports publics propres et réaliser le passage de l'avion au train pour les voyages à courte distance. Et ce ne sont là que quelques exemples. Parmi les nombreux défis, nous devrons aussi bâtir l'industrie bas carbone et circulaire, qui sera l'industrie du futur, et changer profondément nos pratiques agricoles. Je suis en pleine négociation maintenant avec les États membres, et il y a un conservatisme incroyable. Et là aussi, certains agriculteurs sont mobilisés pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Ça me fait beaucoup de peine de le voir. Donc, on a encore un travail énorme à faire là aussi. Prenons toute la mesure de cette transformation. Il s'agit de mettre l'âge de carbone et des énergies fossiles définitivement derrière nous. Et avec lui, l'ère du déni de notre dépendance vis-à-vis de la nature. Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec la Terre. C'est vraiment un changement de civilisation. Je crois que c'est le plus grand défi que l'humanité n'ait jamais eu. C'est en opérant ce changement de cap que nous pourrons reconstruire une économie, une société fondée sur une nouvelle base, plus durable, davantage consciente des limites de notre planète et accordant davantage de valeur à la qualité de la vie. Sur ce chemin, il y aura des difficultés et inévitables sacrifices, mais il existe un horizon positif et désirable, celui
d'une vie plus saine, plus respectueuse des autres et de l'environnement, sans doute aussi plus porteuse de sens. Le passage à une économie circulaire et décarbonée créera de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes et pour la création d'emplois de qualité. Bref, il ne s'agit pas de vivre moins bien ou de vivre comme nos grands-parents. Nous pouvons faire en sorte que cette transformation nous permette de mieux vivre, à condition de ne pas reculer devant les changements nécessaires, de tourner notre regard résolument vers l'avenir et de prendre des bonnes décisions dès maintenant, dès aujourd'hui. La tâche à accomplir est immense, mais elle est aussi à portée de main. Lorsque la Commission a avancé pour la première fois l'objectif de neutralité climatique, nous étions bien seuls sur la scène internationale. Mais depuis 1 an et demi, les États-Unis, le Japon, la Chine, la Corée, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres ont suivi et ont fait de nouvelles annonces. Même si tout dépendra de leur mise en œuvre concrète, les ambitions de l'Europe ont donné le ton pour les autres. Le changement climatique nous pousse, nous, Européens, à prendre davantage conscience qu'auparavant du rôle qui devrait jouer l'Union européenne dans le monde. Le climat va prendre une importance géopolitique croissante. La question de l'accès à l'eau, en particulier, deviendra primordiale dans un monde qui comptera 2 milliards d'habitants en plus et dont la production agricole risque d'être négativement affectée par la crise climatique. Chaque jour, nous voyons des manifestations supplémentaires de la tectonique des plaques géopolitiques à l'œuvre. Le monde européo-centré, occidentalo-centré n'est plus. Nous devons agir davantage en commun sur la scène internationale pour défendre nos valeurs et nos intérêts. Nous devons aussi prendre en compte nos vulnérabilités et nos dépendances stratégiques pour mieux assurer notre souveraineté. Le passage aux énergies renouvelables, à la mobilité propre et à l'économie circulaire peut nous aider à réduire notre dépendance aux hydrocarbures et aux matières premières, donc augmenter notre puissance d'agir indépendamment, d'agir sur la base de nos valeurs et de nos priorités et de nos intérêts. D'autre part, la marche vers l'extension de la démocratie ne peut plus être tenue pour acquise. On a toujours cru, quand j'étais jeune, quand j'étais de votre âge, j'étais convaincu ce n'allait que dans une direction, mais malheureusement, non seulement parce que les grandes puissances d'aujourd'hui et de demain ne seront pas nécessairement des pays démocratiques, mais parce que les valeurs de la démocratie libérale sont de plus en plus contestées au sein des démocraties elles-mêmes, dans tous les pays, dans le mien et dans le vôtre. Regardons aussi ce qui se déroule actuellement en Biélorussie, à nos portes, sur notre continent. Des centaines de manifestants pacifiques contre la manipulation des élections. Certains très jeunes sont jetés en prison, torturés, drogués, menacés de mort. Nous avons à juste titre adopté des sanctions. Nous devons aussi aider les exilés qui ont été persécutés pour leur opposition au régime et se sont réfugiés chez nous et qui ont peur d'être arrêtés, d'être enlevés par ce dictateur. Le respect de la démocratie, l'importance accordée à l'égale dignité de tous, l'état de droit et l'indépendance de la justice, les droits humains et les libertés fondamentales, ces valeurs qui sont les nôtres, sont universelles et doivent inlassablement être défendues, y compris au sein même de l'Union. Lorsque les minorités, les femmes, les personnes LGBTIQ sont pris pour cible, ce qui se passe aussi dans certains États membres, ce sont les valeurs européennes qui sont attaquées. Lorsque l'on abîme l'indépendance des juges, la pluralité des médias, la liberté académique, ce sont les fondements même de notre union qui sont entamés. Les extrêmes politiques, surtout de la droite, veulent des boucs émissaires. Des boucs émissaires. Et ils trouvent encore les juifs, ou les musulmans, ou les gays. Ils sont toujours à la recherche d'une minorité qui peut leur être utile comme bouc émissaire. Il faut réagir, il ne faut jamais accepter. La pluriformité, c'est un élément essentiel pour l'existence de l'Union européenne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Je me réjouis d'avoir l'opportunité d'avoir une conversation avec vous. Et je crois que, j'espère que vous, avec les connaissances que vous avez eues maintenant, vous pourriez répandre ce sentiment européen dont je crois on a tous besoin. Ce sentiment
de savoir qu'on est dans ce développement ensemble et que seuls ensemble, nous pouvons créer le monde de demain sur la base des valeurs que nous partageons. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Merci à vous, Monsieur le Vice-président, de partager effectivement cette analyse. Aujourd'hui, vous avez face à vous des promotions, des promotions qui s'intéressent beaucoup à l'Europe, qui ont peut-être des questions à vous poser. N'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut circuler parmi vous. Oui, il est là, le micro. Une question du jeune homme là-bas, je vois. Jeune homme là-bas. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Vous avez mentionné l'industrie du charbon. Vous devez savoir, en Pologne, une grande partie du charbon est encore produit par des mineurs jeunes, 20 ans, 30 ans. Comment, demain, l'Union européenne peut aider à cette formation, à faire une transition vers des métiers de la transition énergétique, sans autant que les industries puissent prévenir cette évolution en menaçant la Pologne de ne pas investir dans leur pays, ou alors que des puissances étrangères, je peux penser à la Chine, rachètent les infrastructures, comme ça a pu avoir le cas en Grèce ou autre. Comment l'Europe peut vraiment agir à ce niveau-là? Merci pour cette question parce que c'est un cas extrêmement intéressant, la Pologne. Hein. Il y a quelques années, ils étaient absolument convaincus que le charbon, c'était pour toujours. Et maintenant, on est en dialogue très direct avec les régions concernées pour voir comment on peut leur aider à sortir du charbon. Ils savent qu'il n'y a pas de futur, même si le gouvernement à Varsovie, des fois, hésite ou n'explique pas exactement l'étendue du défi. Les régions et les industries ont bien compris et ils bougent dans la bonne direction. Ce qui nous aide, hein, parce que moi, je viens d'une région charbon, mes grands-pères étaient mineurs, je sais très bien, chez nous, les mines ont été fermées il y a un demi-siècle et la région n'a jamais pu rebondir comme auparavant. Ma ville d'où je viens était parmi les 2-3 villes les plus riches des Pays-Bas et depuis 40 ans parmi les 2-3 villes les plus pauvres. Hein, donc, si on ne fait pas ça bien, ça se termine mal. Mais la Pologne a certains avantages. Le chômage en Pologne est à 3%. 3%. Et la croissance économique est très haute. La conversion vers l'énergie renouvelable va très vite, aussi au niveau institutionnel, industriel, qu'au niveau des foyers. C'est beaucoup plus vite qu'on ne pensait. La possibilité de reconvertir ces régions pour produire, par exemple, je vous donne un exemple, la Pologne maintenant est l'exportateur numéro 1 en Europe de bus électriques. Et dans d'autres domaines aussi, les régions maintenant dépendant des mines ont la possibilité de reconvertir vers des industries du futur pour la production de voitures électriques, mais aussi pour la production au futur d'acier vert et d'autres industries plus dans le domaine de la technologie. Donc, je suis assez optimiste pour les possibilités et surtout parce que le défi sera de reconvertir, de donner de nouvelles compétences à ces jeunes Polonais parce que le boulot, il sera. C'est simplement la question, est-ce qu'ils sont capables de prendre ces boulots du futur? Donc, c'est une question de leur donner les moyens pour prendre ces boulots et on travaille étroitement avec les régions. Et il faut quand même aussi savoir, hein, des fois, c'est oublié un petit peu, si on prend tout l'argent européen qui va être mis à la disposition de la Pologne dans les 7 années qui viennent, on parle d'un quart de leur PIB, hein, 25% de leur PIB. Donc, c'est une expression de solidarité européenne très, très claire. Et donc, moi, pour la Pologne, je suis, en fin de compte, assez optimiste.
Alors, j'ai envie de vous poser une petite question, monsieur le vice-président, quand vous voyez tous ces jeunes qui s'intéressent de très près à l'Europe, mais qui, c'est vrai, c'est une génération, on a parlé de génération Covid. Avant que le Covid n'arrive, c'était plutôt la génération Greta Thunberg. C'est pas voilà. Et donc, une génération très militante pour le climat, qui séchait l'école le vendredi, hein, c'est Friday for Future, pour aller militer pour le climat aussi. Il y a cette génération-là qui va d'ailleurs pouvoir probablement ressortir dans la rue post-Covid. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous avez l'impression finalement qu'il faut aussi que ça pousse du côté de la jeunesse? Oui, absolument. Moi je le dis en tant que père, et même depuis un an grand-père, et ancien professeur. Ce qui m'a toujours énervé, c'est le fait que cet idéalisme incroyable des jeunes générations ne se traduise pas dans une action politique. C'est de très longtemps que je critique, je donne des critiques à mes enfants, mais surtout à mes étudiants, en disant oui, vous avez de bonnes idées, vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous mettez ça sur Facebook, sur les médias sociaux, et puis ça se termine par là. Non, le changement politique se fera en s'organisant. Et c'est pour ça que je suis tellement ravi par les Fridays for Future, parce que sans eux, je serais encore seul à demander un Green Deal, parce que j'ai fait campagne électorale là-dessus. J'étais à peu près avec les Verts, on était les seuls. Mais le fait qu'il y a eu ce mouvement dans la société des Fridays for Future, la mobilisation sur une thématique très claire des jeunes a poussé les politiques dans cette direction. Donc il faut absolument que vous continuez de vous organiser. Les institutions seront... Pardon ? Pas que sur les réseaux sociaux, on a entendu aussi. Alors là, c'est ça. En présentiel. On va passer la parole à ce jeune homme qui voulait vous poser une question très précise aussi. Bonjour. Merci Monsieur Timmermans pour cette intervention très intéressante et pour les ambitions que vous portez en faveur de l'écologie. Alors moi, j'avais une question très précise. Dans votre intervention, vous avez évoqué les énergies renouvelables, le charbon, les voitures électriques. Qu'en est-il de la position de la Commission européenne sur l'énergie nucléaire? Merci. Bon, c'est aussi très précis, effectivement, qui est réputée non émettrice de CO2, je précise en effet. Mais qu'en est-il de votre position sur cette question sensible? Oui, l'Union européenne est profondément divisée sur cette question. Moi, je l'approche d'une façon très rationnelle. Pour les émissions, le nucléaire, c'est très bon. Mais de là dire que c'est soutenable, non, parce qu'on a besoin de matières premières, et puis ça pose quand même pas mal de questions de sécurité, de déchets et tout ça. Donc, oui, ça nous aide vraiment à réduire les émissions. Et il y aura l'énergie nucléaire. Le rôle de la Commission, c'est d'aider les États membres d'avoir une énergie nucléaire sans risque, à la hauteur des technologies les plus performantes, les plus modernes, etc. C'est ça notre rôle. Mais de là dire que c'est la même chose qu'une énergie renouvelable, non, ce n'est pas une énergie renouvelable. Il faut être clair là-dessus aussi. Et puis, il faut aussi, si on se décide pour le nucléaire, il faut faire un calcul très rationnel. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut les coûts? Si on se décide aujourd'hui de bâtir une centrale nucléaire, ça coûte énormément beaucoup d'argent et ça dure assez longtemps jusqu'à le point qu'on aura l'électricité voulue. Et en même temps, le prix de l'éolien et du photovoltaïque baisse énormément. Donc, il faudra quand même faire un calcul rationnel. Donc, j'ai rien contre, mais il faut être honnête sur la nature de l'énergie nucléaire et il faut être clair sur le coût. Alors, une jeune fille qui voulait vous poser une question, au fond. Voilà, le micro lui parvient. On vous écoute. Oui, bonjour monsieur le vice-président. C'est Monica Arado de la Maison de l'Europe de Paris et chercheuse en même temps
à la Sorbonne sur les questions environnementales entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Vous avez parlé du fait que justement, en tant qu'Union européenne, on doit transmettre nos valeurs et nos priorités, nos ambitions aux autres continents. Et je m'interroge en analysant par exemple les projets Euroclimat et Euroclimat Plus avec l'Amérique latine et aussi en voyant un peu les accords que nous faisons avec les autres coins du monde, comment on va pouvoir justement influencer au niveau mondial en tant qu'Union européenne pour aller plus loin vers tout ce qui est ambition climatique, étant donné que finalement, on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de valeurs, mais peut-être pas beaucoup d'argent finalement pour investir. En tout cas, c'est mon constat pour l'instant en ce qui concerne notre collaboration avec l'Amérique latine. On voit bien que les projets qui sont financés, elles sont vraiment avec des budgets pas très très grands. Bon, on sait très bien que ce n'est pas toujours les finances qui comptent, c'est aussi ce qu'il y a derrière et la philosophie qui est derrière. Mais je m'interroge quand même comment on va demain bien négocier avec la Chine, parce qu'on voit très bien que les accords sont un peu compliqués, ou les négociations. Comment on va faire aussi avec le continent africain, etc., etc. Merci à vous pour votre réponse. Alors, notre rapport au reste du monde, justement, dans ce... Oui, bon, on aura la conférence de Glasgow au mois de novembre. C'est un rendez-vous important pour le climat. Il faut trouver un accord qui nous permette de encore cibler la possibilité de rester en dessous de 2 degrés. On veut arriver à maximum 1,5 degré, mais ça sera très difficile, en effet, à négocier avec autres parties du monde, la Chine notamment, même s'il y a des développements assez positifs en Chine, et on va continuer à négocier avec eux. Maintenant, avec les Américains qui sont retournés, ça nous donne quand même un appui considérable, ça nous aide de convaincre pas mal d'autres. Pour l'Afrique, c'est un cas, je crois, pour l'Europe très, très spécifique et très spécial. L'Afrique, c'est, je puis dire, notre continent frère. Hein. Tout ce qui se passe chez nous et ce qui se passe en Afrique est lié. Et là, je crois, la possibilité d'investir, si on voit que l'Afrique subsaharienne produit moins d'énergie solaire que les Pays-Bas, on a quand même encore des choses à faire. C'est une question d'investissement, c'est une question de transfert de technologie et c'est une question de collaboration entre les États, entre l'Union européenne, ses États membres et les États africains. Mais principalement, ce seront des investissements privés parce que c'est rentable, ces investissements, ça va très vite. Et donc, on travaille là-dessus. Moi, je vois des opportunités incroyables. Par exemple, ça renforcera la démocratie dans les pays africains d'avoir de l'énergie solaire partout. Ça leur donnera aussi la possibilité de produire de l'hydrogène vert qui pourrait exporter et utiliser dans leur industrie, mais même exporter. Ça leur donne la possibilité de créer une atmosphère beaucoup plus verte avec les possibilités de désalinisation, les possibilités d'irrigation, etc., etc. Donc là, avec l'Afrique, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que ce continent qui aura combien d'habitants en 2050, 3 milliards, 4 milliards, la plupart très jeunes, leur donner la possibilité de se développer avec un transfert de technologie, avec des investissements, c'est un intérêt stratégique pour l'Europe. L'Amérique latine, ça se développe assez bien. On a un grand sujet compliqué, c'est le Brésil. Je négocie avec eux sur 2 points. Premièrement, d'essayer de faire arrêter la déforestation qui est un enjeu étroitement lié à l'écocide, et deuxièmement, de leur faire retourner vers les accords de Paris et de voir si on peut trouver une position en commun avec eux. Mais là et aussi, notamment à travers peut-être, monsieur le commissaire,
et monsieur le vice-président, pardon, à travers aussi les accords commerciaux type Mercosur, qui vont inclure cette exigence environnementale ou qui vont mieux l'inclure parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'inquiétudes sur justement des échanges qui étaient pas suffisamment subordonnés à des normes environnementales et à l'arrêt de l'agriculture, par exemple, évidemment, de la forêt pour ce qui est du Brésil. Exactement. Moi, je me souhaite pour les accords commerciaux une attitude rationnelle comme pour le nucléaire. Parce que une attitude disant on rejette tous les accords commerciaux ne me semble pas ni rationnelle, ni prudente, ni dans l'intérêt de l'Europe. Mais de revoir nos accords sociaux, nos accords commerciaux, d'introduire des normes sociales, d'introduire des normes environnementales, c'est ça le boulot qu'on doit faire. Parce que les accords commerciaux, ça se change tout le temps. Et donc, c'est là qu'on doit investir notre position politique. C'est là qu'on doit aider les deux côtés d'un accord, d'augmenter les critères d'assurer des accords sociaux dans ce cadre pour éviter l'esclavage même et aussi pour éviter l'écocide qui pourrait être la conséquence de la déforestation qu'on voit en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Alors, deux questions par là, j'ai vu. Une jeune fille et puis après le jeune homme. Oui, bonjour monsieur encore, et merci pour votre intervention, monsieur le vice-président. Vous avez parlé de la mobilisation des jeunes et des réseaux sociaux, et ma question porterait donc sur l'inclusion de la société civile. Donc dans la lignée de la conférence sur l'avenir de l'Europe, quels seraient les moyens futurs pour inclure non seulement la jeunesse, mais aussi la société civile, en présence donc des lobbies de plus en plus professionnalisés? Merci beaucoup. Bon, moi, j'essaie de vous donner un exemple et de donner à la conférence qui est en train de se développer un exemple avec le pacte climat. Le pacte climat offre la possibilité à des jeunes et à d'autres de devenir ambassadeurs de climat. On en a partout dans les États membres, il y a un enthousiasme énorme et ça nous donne un forum d'échange d'idées, de la possibilité de faire des propositions. Et moi, j'ai promis de réagir, d'incorporer des propositions dans notre travail, etc., etc. Donc, ça crée un endroit de rencontre, une agora qui, je crois, pourrait nous être utile et qui pourrait aussi figurer d'exemple pour d'autres domaines. Alors, le jeune homme juste derrière vous. Merci beaucoup, monsieur le vice-président, pour vos différentes interventions et vos réponses. Donc, Théo List, j'aurais une question sur les relations internationales. On voit qu'on a de plus en plus d'États monstres froids qui entourent l'Union européenne, qui grignotent du territoire et sur les libertés. Que peut l'Union européenne, hors la diplomatie, pour riposter face à eux alors qu'ils sont armés? Le problème là, c'est que ces États, si on parle de la Russie par exemple, la Turquie, ils n'ont plus la capacité, ils n'auront plus de dominer. Mais ils ont encore la capacité de créer des problèmes pour d'autres. Donc si on n'a plus la capacité de vraiment dominer, mais on a la capacité de créer des problèmes pour les voisins, de déstabiliser les voisins, on fait ce choix. Et c'est exactement ce que fait Poutine depuis très longtemps. Et il le fait avec des moyens très, très modernes, comme vous le savez. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un avion de chasse ou un char. Et ça a le même effet si on arrive à créer une confusion dans les sociétés voisines. Et il utilise aussi des moyens, surtout avec des mouvements populistes de droite, de créer une alliance. Il y a des alliances avec l'extrême droite dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Il a même des alliances avec un nombre limité de partis au gouvernement dans certains États membres. Donc, ça mène à une position parfois
moins unie de l'Union européenne. Et c'est exactement ce qu'il veut atteindre. Donc, il faut se rendre compte que des pays comme la Russie et la Turquie ne seront jamais capables de nous dominer, mais ils sont toujours capables de créer de problèmes aux frontières, d'exporter leur instabilité. Et l'Union européenne a le devoir et le destin d'exporter sa stabilité. Et c'est ça, en fait, la confrontation, je dirais, idéologique que nous avons avec surtout la Russie. Nous avons le devoir d'exporter nos valeurs et notre stabilité, non pas en dominant les voisins, mais en répondant aux exigences des citoyens en Ukraine, en Biélorussie, en d'autres pays, qui veulent vivre comme nous, qui veulent notre liberté, qui partagent nos valeurs. On ne peut pas ignorer ça. Alors, ils ont la possibilité aussi, évidemment, d'intervenir peut-être le plus directement possible dans nos processus électoraux et de chambarder un peu nos convictions par des fake news. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui vous alerte, j'imagine. Absolument, et on l'a vu en France, on l'a vu un peu partout. Moi, quand j'étais ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas, on a eu cet horrible événement avec l'abattement du MH17, un avion civil en Ukraine, clairement avec une responsabilité, responsabilité russe, et on a vu une action incroyable de désinformation de la part des Russes pour créer l'impression dans une certaine partie de la population néerlandaise et européenne que c'était les Ukrainiens qui auraient fait ça, qu'il n'y avait pas eu, même cet incident et tout ça. Donc on sait exactement à quoi on a affaire. Et il faut quand même perdre une naïveté. Hein. Ce n'est pas naïf. On peut pas avoir le luxe d'être naïf vis-à-vis l'enjeu qu'on a avec les Russes. En même temps, je dis aussi, la Russie sera là. Elle ne partira pas. Donc, il faut faire avec fermeté une proposition qui dit non, on n'accepte pas ce comportement, on va réagir très clairement vis-à-vis de vous, mais en même temps, on veut quand même chercher des domaines, de voir comment on peut aussi aider votre transition vers l'économie qui est en train de venir, parce que la Russie n'a pas encore même entamé le trajet vers une économie soutenable qui ne dépende pas des ressources carbone. Hein. Donc, on a encore un travail fou à faire avec eux. Alors, une petite question là, une ici, je vois aussi. Et puis, on va prendre un petit peu des questions Slido aussi. Bonjour Monsieur le Vice-président, merci beaucoup pour votre intervention. Il me semble que c'est très encourageant d'entendre vraiment votre niveau élevé d'ambition sur les questions environnementales et climatiques. Par contre, juste avant votre intervention, on a fait un petit sondage à main levée dans la salle et la question a été posée de qui pense que la première priorité de Bruxelles, c'est l'urgence climatique. Une seule personne a levé la main. Et j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe là parce que quand on vous entend, on a l'impression que si c'est vous, Bruxelles, les résultats sur le plan climatique et environnemental, non seulement ils ne sont pas à la hauteur des ambitions des jeunes et des citoyens, mais ils ne sont pas à la hauteur de vos ambitions à vous non plus, vous qui êtes pourtant vice-président de la Commission européenne. Et vous l'avez dit, sur beaucoup de dossiers, ce sont les États membres qui ralentissent et qui bloquent. Est-ce que vraiment la gouvernance européenne telle qu'elle est prévue aujourd'hui, telle qu'elle existe, elle est adaptée pour s'attaquer à l'urgence climatique qu'on connaît? Peut-être juste pour finir très rapidement sur une remarque peut-être un peu provocatrice, il se trouve que je viens de zone rurale en France. Vous travaillez notamment sur des questions agricoles. Je pense pourtant que si je prends votre photo, si je la prends dans le village dont je suis issu, à peu près personne ne vous connaît. À peu près personne ne vous connaît. Et même dans Paris, en dehors de cette salle, je ne suis pas sûr qu'on ait un gros pourcentage. Donc est-ce que ces soucis de gouvernance européenne et de lien direct entre les leaders européens et les citoyens ne sont pas quelque part des questions clés auxquelles il faut s'attaquer dans le contexte de la conférence sur le futur de l'Europe pour faire avancer le combat contre l'urgence climatique? Merci. Oui, vous avez raison, mais il y a un tas de choses que je pourrais dire. Premièrement, j'ose vous dire, sur la base des recherches que nous faisons, que le vote que vous avez tenu dans votre salle ne me semble pas représentatif pour l'attitude de beaucoup de jeunes Européens. J'ose le dire, je suis désolé, mais je sais en même temps que vous avez parfaitement raison, on a un travail fou à faire.
Et on ne peut pas le faire sans les États membres. Ce sont eux qui sont plus proches de vous. Mais ce sont aussi eux qui, des fois, ont du mal à accepter des institutions européennes avec leur propre mandat démocratique. C'est le président de la République qui a refusé d'accepter le système des Spitzenkandidaten. J'étais un de leurs, les candidats de pointe des partis politiques. C'était le président Macron qui a refusé d'accepter ce système. Un système quand même qui liait la présidence de la Commission européenne aux élections européennes. Il faut quand même mettre la responsabilité là où elle est due. J'espère que la conférence qu'on entame maintenant pourra donner quelques solutions. Mais en même temps, je ne suis pas naïf. On ne va pas changer ça d'ici au lendemain. Il faut vraiment... La seule façon d'assurer l'action nécessaire à l'échelle européenne, c'est la prise de responsabilité des dirigeants politiques à l'échelle des États membres de dire à leurs citoyens, écoutez, tout seul, je n'y arrive pas, j'ai besoin du niveau de l'Union européenne pour répondre à ces questions. Et on l'a vu maintenant, dans la crise, on est en train de mobiliser 1800 milliards d'euros pour les 7 années qui viennent, pour la reprise économique. On peut simplement aller sur les marchés financiers si on le fait ensemble en tant qu'Européens. La France toute seule n'aurait pas le moyen de faire. Il faut faire ça ensemble. Mais une fois qu'on le fait ensemble, c'est dans la nature des politiques qui opèrent au niveau national. Et j'étais parmi eux, j'ai été élu 6 fois au Parlement néerlandais, j'ai été 2 fois ministre dans mon pays, je le sais, d'office. Quand ça marche bien, quand c'est un succès, c'est nous qui l'ont fait. Quand ça tourne mal ou c'est pas ce qu'on y attendait, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Donc, il faut quand même aussi avoir l'honnêteté de ne pas toujours faire de l'Europe le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas bien. Certes, on n'est pas parfait. Certes, dans certains domaines, on pourrait faire plus et mieux. Mais je demanderai quand même des États membres une attitude un peu plus honnête vis-à-vis de ce que nous faisons bien et de ce que nous faisons mal. Et peut-être aussi la règle de l'unanimité qui s'applique de moins en moins et qui est peut-être destinée à tenter de s'appliquer de moins en moins. On voit que dans le cas d'une crise Covid, avec un grand plan de relance de 750 milliards d'euros sur laquelle on a réussi à accorder les Européens, ce qui avait une véritable urgence économique à sauver ce qui pouvait l'être, on a réussi aussi à le conditionner à l'état de droit. Donc, voilà, quand il y a véritablement... L'Europe avance par les crises. La crise Covid a peut-être cette signification-là. La personne qui a défendu l'idée que Bruxelles, et vous, en l'occurrence la Commission, avez mis l'urgence climatique au centre effectivement de toutes vos politiques, c'est Pascal Lamy, qui est juste avec nous là-bas, peut-être lui tendre le micro, qui va nous dire... pourquoi lui, il estime que les jeunes se trompent et que Bruxelles, finalement, c'est bien sa priorité numéro 1. Un petit mot, monsieur Lamy. Si j'ai répondu un peu tout seul, c'est peut-être parce que je passe avec Geneviève Pons, qui est à côté de moi et qui dirige... la sœur bruxelloise de l'Institut Jacques Delors qui nous accueille aujourd'hui et qui est spécialisée sur les questions de développement soutenable, c'est parce que je passe beaucoup de temps depuis les élections de 2019 sur cette question et je répète, en tant que de besoin, que l'axe stratégique des pouvoirs des autorités politiques européennes depuis les élections de 2019, c'est cet axe 2030-2050 de décarbonation de l'économie européenne. C'est bien l'équivalent de ce que, pour quelqu'un comme moi qui est un peu âgé, ont été à l'époque Delors le marché intérieur, sur toute une série d'années, la construction de l'euro, sur toute une série d'années. Pour moi, la transition écologique qui est derrière ce mot de Green Deal,
c'est l'axe politique, stratégique. Ça correspond à ce qu'ont dit les citoyens européens aux élections de 2019. Si on regarde le glissement politique qui s'est fait en 2019, il s'est fait dans la direction verte, pas seulement avec davantage de verts au Parlement européen, mais aussi avec des groupes sociodémocrates, centristes, chrétiens-démocrates, beaucoup plus verts que par le passé. Donc c'est une demande politique, et cette demande politique, la Commission en a fait, et c'est absolument normal. Hein, le régime politique européen, c'est un régime parlementaire. Hein, on élit des parlementaires qui ensuite expriment une volonté politique que la Commission doit satisfaire, ne serait-ce que parce que si elle ne la satisfait pas, le Parlement est capable institutionnellement de virer la Commission. J'ai été commissaire et Franz sait que ça n'est pas toujours quelque chose de totalement abstrait. D'autant qu'on a placé, alors là pour le coup, pour aller dans votre sens, ce dossier Green Deal, Pacte vert, entre les mains d'un vice-président. Hein, ce n'est pas tout à fait anodin pour montrer l'urgence. Et ce n'est pas un hasard, et j'espère que je ne gêne pas Franz en disant ce que je dis, si on a choisi le plus expérimenté et le plus progressiste dans l'échiquier politique de la Commission pour faire ça. Hein, alors, réponse Monsieur Timmermans. Non, je donne une seconde la parole à Geneviève Pons parce que elle est, elle, au cœur de cette manœuvre. Elle travaille beaucoup avec France, mais les jeunes qui sont ici doivent savoir un petit peu ce que nous faisons en tant qu'un des instituts Jacques Delors dans ce domaine. Donc, quelques secondes sur ce point. Merci, bonjour monsieur le vice-président, bonjour France. Alors, je voudrais dire que si Pascal Lamy est le seul à avoir répondu ce qu'il a répondu tout à l'heure, c'est à mon avis parce que le son du micro n'était pas très bon. Voilà. Donc, parce que ce serait très très mystérieux si c'était pas ça. Maintenant, je profite du fait que j'ai ce micro pour rappeler que notre planète est bleue. Elle est à 70% recouverte par l'océan et encore bien davantage si on prend l'hydrosphère en général. Une des faiblesses du Green Deal est qu'il parle très peu de l'océan. Et donc, il y a une possibilité de rattraper cette lacune très prochainement avec l'arrivée sur la table du Collège des commissaires du plan de mise en œuvre de la mission Étoile de mer. Alors, la mission Étoile de mer, elle est prisée par Pascal Lamy, j'en fais partie, et c'est quelque chose qui vraiment peut projeter l'Union européenne dans l'ère de la planète bleue et en faire un leader mondial dans ce domaine et mobiliser tous les citoyens, y compris les jeunes comme vous. Et alors, ma question, elle est toute simple. Est-ce que ça va venir très vite pour compléter le paquet Fit for 55 ? Voilà, la qualité de l'air, d'accord, mais la qualité des mers et des eaux, des océans. Ça va venir très vite, mais pas faisant partie du Fit for 55. On y travaille sans cesse. Je partage le sens d'urgence et je vois, si on voit le développement géothermique dans les océans, oh là, c'est un développement épouvantable. Si en même temps on voit le potentiel de pouvoir protéger, de créer de grands axes de zones protégées, 30%, de faire rétablir la capacité des océans de capter CO2, de nourrir le monde, il faut quand même agir avec très très grande vitesse. Malheureusement, pour la conférence de Kunming sur la biodiversité, on n'est pas très bien parti, donc il faudra voir ce qu'on peut faire là, mais du côté un peu plus optimiste, le sens d'urgence augmente, non seulement en Europe, aussi aux États-Unis. Comme Geneviève le sait, avec John Kerry, mon homologue américain, on a quelqu'un qui connaît mieux que d'autres le défi des océans. Et en travaillant avec lui, j'espère qu'on peut aussi trouver
un projet transatlantique pour répondre au défi qui a été lancé maintenant par Geneviève. Alors, une toute petite dernière question de ces jeunes. Juste sur Slido, on a eu des questions qu'on a déjà traitées. Hein. Comment optimiser son impact en tant que jeune, climat social? Quels sont les leviers d'action directs, associations, politiques, ingénierie? Ça, on en a un petit peu parlé. Et donc, je laisse la parole. Bonjour, monsieur le vice-président. Ma question est la suivante. Comment préserver et transmettre à la jeune génération la mémoire des pères de l'Europe lorsqu'on peut s'apercevoir aujourd'hui qu'une grande partie de la population française ne les connaît même pas ou fort peu? Ben oui, on a... Esprit des pères fondateurs, es-tu là? Ben, je crois qu'on a quand même un défi en tant que génération actuelle, les jeunes comme ma génération. Je crois, trop souvent, nous sommes les prisonniers du hic et nunc. Nous sommes les prisonniers d'aujourd'hui. On est renfermés dans notre temps. On voit plus les constants de l'histoire. On voit plus d'où on vient. Et si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait jamais où aller. Et là, je crois, une partie du méconfort dans notre société est due au fait qu'on a perdu en quelque sorte notre sens de destin, destin commun. Si on n'arrive pas à rétablir, à renouveler, à restaurer un sens de destin, et je dirais basé sur des principes qui sont déjà les nôtres depuis la fin du XVIIIe siècle, si on n'arrive pas à refonder notre action sur ces valeurs, on sera perdu, on tâtonne, on pédale dans la choucroute. Hein. Donc là, je veux vraiment insister à revoir notre histoire, à relier notre vision de la société avec l'histoire. C'est la seule manière d'avoir une vision cohérente pour le futur. Et là, il y a un problème d'éducation, il y a aussi un problème politique parce qu'on voit ça en France, on voit ça un peu partout. L'instrumentalisation de l'histoire comme instrument politique, donc c'est de recréer une histoire qui n'a jamais été pour projeter un futur qui ne sera jamais. C'est ce que font les extrêmes. Et je crois, dans notre société, on a un défi incroyable. Ce ne sont pas seulement les pères fondateurs, c'est toute l'origine de notre société qui est au risque parce qu'on n'a plus un sens de destin en commun. Il faut le retrouver. Il faut le retrouver sans développer un sens de destin qui devienne tribal. Il faut se baser quand même sur des principes, je dis parce que c'est comme ça que je peux l'exprimer en France, les principes d'une société républicaine, d'une société basée sur l'égalité des personnes, sur la diversité. Il faut réinventer liberté, égalité, fraternité. C'est ça, en fin de compte, le défi de notre société. Alors, merci bien sûr, monsieur le vice-président. On prend deux petites questions Slido qui vont un peu dans le même sens. Une première, les objectifs ambitieux de la Commission pour le climat nécessitent des investissements conséquents. Comment l'Union européenne compte-t-elle obtenir ces fonds? Et puis DM, un petit peu dans le même esprit, mais là plus sur les pays et les États et leurs réticences. Pensez-vous que des pays dépendants de l'énergie nucléaire, comme la France ou encore de ceux du charbon, la Pologne, sont prêts à vous soutenir pleinement, ces initiatives? Question d'argent, donc le portefeuille et puis le soutien. Premièrement, sur les programmes qu'on est maintenant en train d'accorder avec les États membres pour la relance après Covid, 37% des dépenses sera pour les politiques climatiques et 100% des dépenses doivent aller dans le même sens, ne peuvent pas aller dans l'autre sens.
et tous les États membres sont préparés à accepter ces conditionnalités et la Commission veillera vraiment à ce qu'elles soient appliquées. Et on parle au total, si je prends tout le budget, de 1800 milliards pour les années qui viennent. Donc là, si on investit cet argent dans la bonne direction, déjà, il y a une différence énorme. En faisant cela sur ces programmes, on déclenchera un montant d'investissement privé qui sera beaucoup plus grand que ça. Donc, il faut quand même réorienter tout le système d'investissement dans cette direction. Et je suis assez optimiste, hein. Les marchés financiers vont dans ce sens. L'Union européenne, pour la première fois, est sortie sur les marchés financiers pour emprunter. Ça s'est passé très bien. Donc, il y a un sens en commun. Si on voit comment ça se développe, je suis optimiste. Pour ce qui est de l'énergie, de nature de l'énergie, il y aura du nucléaire. Il y aura du nucléaire non seulement en France, dans pas mal d'États membres. Et je répète, on a une position neutre vis-à-vis du nucléaire. L'avantage énorme, c'est qu'il n'y aura pas d'émissions. Le désavantage, c'est que c'est très cher. Mais bon, il y aura du nucléaire. En ce qui est du charbon, on sortira du charbon beaucoup plus vite que les gens ne le pensent maintenant. Et je crois qu'ici 10 ans, il n'y aura plus de production de charbon. Merci en tout cas, merci beaucoup au vice-président d'avoir répondu, d'avoir très bien joué le jeu de cette question-réponse. J'en profite pour lui demander, d'ailleurs, lui redemander, je lui demande toujours régulièrement de venir s'exprimer pour un très large public sur France 24 aussi. Ça nous intéresserait sur un format beaucoup plus court, je le rassure. Et puis, je voudrais remercier également ces jeunes qui ont de très bonnes questions pour le vice-président. Voilà un dialogue en tout cas qui fonctionne comme on espère cela fonctionnera dans le cadre de la conférence sur le futur de l'Europe également. Merci à vous, monsieur le vice-président, et merci à notre public. Merci beaucoup.